On est très heureux de pouvoir annoncer une nouvelle publication de l'Autre Cercle. On en fait tous les 2 ans. À chaque fois, on suce en et haut parce que, mais bon, les amis des SOS Homophobie le savent avec le rapport annuel, c'est toujours un boulot dément. C'est toujours fait effectivement avec des bénévoles, sans permanence, sans local, à l'huile de coude, certes raffinée, mais à l'huile de coude quand même. Donc on est heureux aujourd'hui de vous présenter un ouvrage qui vient un peu quelque part faire un écho, un éclairage sur tout le travail qui est fait aujourd'hui par l'Autre Cercle avec un certain nombre d'entreprises, d'organisations. Beaucoup connaissent aujourd'hui la charte d'engagement LGBT de l'Autre Cercle. Elle est signée par aujourd'hui, enfin à ce soir sera 57 signataires, dans lesquels on y trouve des grandes entreprises du CAC 40, on y trouve des PME de région, on y trouve des collectivités, on y trouve des organismes parapublics. Et on s'était dit, après ce lancement qui a été imaginé à l'époque avec Accenture, voilà, 3 ans après, 4 ans après plutôt, est-ce qu'on fait une espèce de constat, position côté dirigeantes, président, maire, côté responsable diversité RH et autres, position vis-à-vis des salariés gays, lesbiennes et trans, comment ils le vivent, comment ils le vivaient avant. Et donc ça va être 80 témoignages qui sont très, très intéressants, très instructifs. Alors pour tout ça, je vais donc appeler d'abord à la tribune Marie-Hélène Goy, qui est vice-présidente de l'Autre Cercle, Alain Gavant, que certains connaissent dans sa vie. Installez-vous. Que certains connaissent dans sa vie professionnelle et qui a rejoint l'Autre Cercle et qui est à l'Observatoire. Et tous les deux vont vous faire une petite synthèse, voilà, un micro, je te donne le deuxième, de cet ouvrage, et ensuite on fera une série de témoignages. Bonjour. Alors on va vous faire une petite présentation, tous les deux. Alain, pour commencer, mon employeur a fait son coming out. Quel drôle de titre, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage ? C'est vrai que le titre peut paraître un peu étrange. En plus, le sous-titre « 50 dirigeants s'engagent, 30 salariés et agents LGBT leur répondent », il est vrai que ce titre peut intriguer. Et c'est comme ça que l'ouvrage démarre. Nous y installons le décor et nous débutons par un flashback. On y retrouve notre aïeul, notre arrière-grand-père, Alphonse, et on l'imagine tomber sur la première page de couverture avec ce titre étrange, et il est décontenancé bien sûr par ce titre, et il aurait pu s'exclamer, nous imaginons l'entendre, coming out, LGBT, mais quelle langue parles-tu, Marie-Hélène? Quelle langue parlez-vous? Et cet échange, c'est l'occasion de décrypter le fameux acronyme LGBT, LGBTI, LGBTQ, toutes les nuances, coming out, outing, role model, inclusion. Et donc à la fin de ce dernier épisode, eh bien tout ça n'a plus de secret pour Alphonse, notre arrière-grand-père, et pour vous, les futures lectrices, les futurs lecteurs. D'accord. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que raconter cet alphabet, c'est aussi revisiter l'évolution des mots du passé ? On va faire un petit tour grâce à Alphonse, qui va nous rappeler les mots qui étaient utilisés à une certaine époque. Et puis, qu'est-ce que tu penses, par contre, de l'acronyme LGBT ? Moi, j'ai l'impression qu'il ne veut pas se figer dans le temps et qu'on y rajoute régulièrement de nouvelles lettres. LGBTI, LGBTQ. Est-ce bien ? Moi, je dirais que c'est le reflet d'une constante évolution à ce niveau-là. Et notre ouvrage, c'est vraiment le récit de cette évolution dans le monde du travail depuis 15 ans. Je pense qu'il ouvre les coulisses de l'engagement des entreprises et des organisations pionnières et, en creux, plus discrètement, toutes celles des autres organisations. Mais Alain, pourquoi cet ouvrage ? Pourquoi a-t-on fait cet ouvrage ? Alors en fait, nous sommes loin d'une comédie et du divertissement. Je crois que nous commençons à planter un décor assez grave, un documentaire grave, humaniste, car la situation n'est pas forcément facile pour la population LGBT au travail. 1 à 2 millions de salariés, d'employés LGBT ou d'agents se cachent en France, ça c'est la réalité. Près d'1 salarié sur 2 pense qu'il est difficile d'aborder sa situation au travail. Et nous avons fait un petit sondage sur Twitter la semaine dernière, et nous avons obtenu 1800 répondants qui nous ont dit oui, la LGBT-phobie existe bien au travail à 73%.
Donc ça, c'est la réalité. Vous avez le tweet qui s'affiche derrière moi. Donc humaniste, parce que ce livre va à la rencontre des protagonistes, il leur donne la parole, et heureusement, il y a des organisations, vous êtes nombreux dans la salle, qui s'engagent afin de faire en sorte que cet engagement, pardon, mes feuilles tombent, afin que cet engagement permette à toute cette population, à tous ces salariés, ces employés LGBT, de s'exprimer et d'évoluer positivement dans l'entreprise. En fait, ce livre, c'est une façon de documenter la sortie du placard des employeurs, des organisations, des entreprises. Et nous avons analysé les enjeux. Pourquoi est-ce que ces entreprises s'engagent? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a un intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? Et Christophe Falcoz, qui a contribué au livre, va nous relater en quelques minutes ces enjeux. Alors documentaire aussi, parce que ce livre raconte l'histoire de l'évolution de 15 années dans le monde du travail, de la situation des LGBT. Alors Hélène, tu peux peut-être réagir. Oui, alors moi ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait bientôt 20 ans, alors ça je vous le dis en secret, puisqu'on va bientôt sortir le gâteau d'anniversaire, que l'autre cercle suit de près cette évolution et qu'on va à la rencontre du monde du travail. Cet accompagnement, on l'a démarré il y a une quinzaine d'années avec un premier référentiel des bonnes pratiques, et on le poursuit aujourd'hui avec la charte d'engagement depuis 4 ans, et c'est tout ce travail-là qui nous a incité aujourd'hui à se dire il faut qu'on fasse ce point d'étape. Donc les acteurs sont prêts, silence, on tourne, enfin ou plutôt fin du silence, action, nous dirait le réalisateur, c'est bien le moment de l'action. Oui, même si je me dis 15 ans, pour beaucoup, ça peut paraître peu, et puis pour d'autres, ça peut paraître très long. Et surtout, pour celles et ceux qui attendent et restent persuadés aujourd'hui qu'il faut encore se cacher pour ne pas subir au travail. Alors je vais vous dire en quelques mots ce qu'on pourrait appeler le making-of pour comprendre comment on a fait ce travail. Donc c'est un projet qui a été piloté par l'Observatoire de l'autre cercle. Il y a plus de 80 interviews qui ont été faites selon un guide d'entretien. Nous avons effectué ces interviews avec 11 intervieweurs qui sont tous des membres de l'autre cercle. Pour cela, on a sollicité une ou un dirigeant des structures et en écho, une ou un salarié ou agent de chacune des structures. On a voulu aussi, surtout aussi, confronter cette parole au vécu des personnes qui est LGBT, qui sont issues de ces organisations. On a voulu ça comme un dialogue, une conversation entre les acteurs et les destinataires d'une politique d'entreprise. Alors derrière toute cette mécanique méthodologique que nous a expliqué Marie-Hélène, en fait, nous n'avons pas voulu vous décrire les processus RH, les techniques utilisées, mais plutôt d'aller chercher des situations de vie, un regard personnel, des perceptions, des émotions. C'est vraiment le sens de cet ouvrage. Donc nous sommes allés comprendre ces 30 organisations, plus ou moins avancées, qui ont vraiment la conscience qu'il est important d'agir sur ce sujet. Alors évidemment, ce panel est très très hétérogène. Les 30 organisations sont de tailles différentes. Elles ont des activités différentes, industrie, tertiaire. Certaines sont dans le secteur privé, d'autres sont dans le secteur public. Et puis également hétérogénéité des salariés, des agents qui sont interviewés. Alors nous avons quelques anonymes qui ne sont pas visibles. Nous avons à l'extrême le salarié à la tête d'un réseau interne LGBT. Nous avons des gays, des lesbiennes, des trans. Donc nous avons essayé quand même de couvrir un panel qui est quand même relativement vaste. Pourtant, et ça je pense qu'il faut le souligner, l'image serait incomplète sans tous ceux, toutes celles qui ne sont pas visibles à l'écran. Et en fait, Marie-Hélène, les actrices, les acteurs qui prennent la parole, pour la plupart qui sont visibles dans le livre, ne traduisent qu'une partie de la réalité LGBT en France. Oui, et pour en témoigner, je vais me faire le porte-parole de Monsieur OM, qu'on a interviewé dans le livre, et son vécu, je trouve, traduit bien la réalité LGBT au travail. J'ai 30 ans,
Je suis cadre dans un bureau régional d'une entreprise multinationale. Je n'accepte de témoigner qu'à condition de rester anonyme. Ma situation est celle d'une réelle souffrance au travail liée à mon orientation sexuelle. Je travaille dans une petite structure gérée par des managers réputés être assez classiques. Mes collègues m'ont recommandé de rester discret sur le fait que je suis gay et que je vis avec un autre homme. J'ai subi de la part de 2 managers des remarques désobligeantes, des questions et des allusions persistantes sur ma vie personnelle, et ce, fait devant mes collègues. Je préfère ne pas tenter de recourir et quitter l'entreprise, car je ne veux pas avoir à me justifier, ni parler de tout cela avec tout le monde. Je pense que ma situation est clairement liée à quelques personnes qui détiennent le pouvoir dans l'organisation locale, malgré les engagements très avancés au niveau du groupe. Voilà, ce genre de témoignage touchant qu'on a rencontré. Et comme vous allez le voir en le lire, disons dans notre livre, ce documentaire, il ne s'arrête pas là. Car vous vous en doutez, on a cherché aussi à analyser bien évidemment tous ces témoignages. Alors qu'est-ce qui ressort de ces 80 interviews, de notre analyse ? Plusieurs thèmes, quelques zooms, si on peut dire. En premier lieu, les dirigeants nous ont fait part du caractère incongru du sujet LGBT au travail, tout du moins de la perception. Je cite, « Je ne percevais pas en quoi cela pouvait être un sujet d'entreprise ». Autre citation. « Non, vraiment pour moi c'est un non-sujet, ça n'existe pas ». Ou autre citation. « C'est de l'ordre du privé ». Donc dans ce livre, il y a aussi toute cette difficulté à effectivement comprendre l'intérêt du sujet. Et puis nous nous sommes intéressés au déclic chez ces dirigeants, chez ces pionniers, les déclics qui ont fait qu'à un moment on s'engage. Évidemment, nous avons aussi décrit les réactions que ça a pu susciter. Alors ces réactions, elles pouvaient être multiples. Crispation, interrogation, fierté, émotion. Donc tout ça, vous le découvrirez dans les témoignages. En deuxième lieu, Marie-Hélène, ce livre, c'est aussi le récit de ce qui avance et de ce qui résiste encore. Oui, et bon, déjà, notre charte LGBT de l'autre cercle, elle a le mérite de rappeler à toutes et à tous le droit français et les obligations de protection et de non-discrimination qui sont faites aux employeurs. Alors, cette vertu pédagogique de cette charte est essentielle, car ce qui semble aller de soi aujourd'hui ne l'était pas hier. L'égalité se mesure également à ces choses qui sont de l'ordre du quotidien, de la vie au travail, et sont très importantes. Les congés, les droits et avantages liés à la conjugalité, à la parentalité, les offres du comité d'entreprise, et toutes ces choses dont on se prive hélas souvent. Alors, cette égalité de droits, on va dire que c'est un peu le socle des politiques d'entreprise ou des organisations, des directions qui s'engagent sur ces questions de minorité sexuelle. Bon, évidemment, c'est un premier niveau. La grande affaire qui occupe nos dirigeants, nos témoins, nos salariés, nos agents, en fait, c'est l'inclusion. C'est un cran au-dessus, on va dire. Alors, de quoi parle-t-on ? Alors, nous avons pu constater, au travers des 80 interviews, que ça ne fait pas l'unanimité. On n'a pas forcément la même vision de l'inclusion. Une partie du corps social qui est interviewée ne semble pas prête à brandir le rainbow flag. Pour eux, l'inclusion, c'est, on rappelle la loi, pas de discrimination, pas trop de visibilité, de la discrétion, en quelque sorte. Ça, c'est une première vision de l'inclusion. C'est quand même pas très ambitieux. Et puis, il y a les plus ambitieux. L'inclusion, c'est autre chose. C'est un processus de visibilisation en interne, en externe. Ça passe par de nombreuses actions de sensibilisation, de soutien, de communication. C'est de la fierté. Donc, vous voyez que nous n'avons pas tous la même vision de cette notion d'inclusion. Voilà quelques zooms. Dans cet ouvrage, nous avons aussi essayé d'analyser, de comprendre ce qui se passe dans les organisations, on va dire, plus matures. Je vous disais tout à l'heure que le panel est très hétérogène. Alors, que révèle cette analyse ? Les témoins des entreprises matures nous parlent de réseaux internes, de rôle modèle, de stratégie des alliés hétéros. D'autres aborde la question, l'approche centrée sur les business cases,
c'est-à-dire la notion de performance économique. Donc voilà, sans dévoiler tout ce que vous pourrez trouver dans cet ouvrage, quelques zooms. En lisant, vous verrez vraiment toute la richesse de l'ouvrage. Et puis j'ai une dernière question pour Marie-Hélène. Je vais vous faire une confidence. Vous avez vu un vieux monsieur Alphonse qui s'affichait derrière vous. En fait, c'est le grand-père de Marie-Hélène. J'avais promis de ne pas le dire, mais... Bon, Marie-Hélène, j'ai une dernière question à te poser. Dans le scénario, mon employeur a fait son coming out. Est-ce qu'il y a un happy end ? Alors, pour dire ça, j'ai envie de rappeler ce que nous a dit Yves Desjacques, DRH du groupe Casino. Ce qui est compliqué, c'est de commencer. Il faut commencer un jour pour ne s'arrêter jamais. Mon employeur a fait son coming out. C'est un épisode important, que l'ont été les précédents ouvrages pour notre association et pour le projet humaniste qui nous tient à cœur. C'est construire un monde inclusif des employés LGBT dans le monde du travail. Nous le savons bien, le feuilleton est loin d'être terminé. Le scénario est encore en cours d'écriture et on vous invite toutes et tous à y participer. Catherine Tripon nous dévoilera en épilogue, après la table ronde, les 10 actions de progrès pour un monde plus inclusif pour les LGBT. Mais là, maintenant, nous allons laisser la place à nos principaux héros de l'aventure. Et je demande à Marly de Mélandre de venir pour en assurer la direction d'auteur. Oui, mais je pensais que c'était elle qui le... Voilà. Alors, il y a un petit changement. Ça va être Christophe Alcoz. C'est Christophe Alcoz qui va d'abord... venir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc il paraît que j'ai très peu de minutes, donc je vais essayer de faire bien. Ça, c'est pas sûr. Et court. Donc tout simplement, effectivement, 16 novembre 2001, l'orientation sexuelle rentre dans le Code du travail. Il y a une date anniversaire. Beaucoup plus tard, pour l'identité sexuelle, 2012, qui est devenue depuis 10 jours l'identité de genre, on voit le droit bouge. Alors effectivement, dans le chapitre que j'ai commis dans ce bel ouvrage et cette belle aventure collective, je travaille toutes les raisons d'agir en faveur de la lutte contre l'homophobie et de l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. Il y en a énormément. Bien évidemment, tous les arguments business case qui vont être repris dans cette soirée. Alors on en a déjà évoqué, l'attraction et la rétention des talents, garantir un environnement inclusif, en particulier grâce à des pratiques managériales exemplaires. Il y a tout ce qui touche à l'innovation, à la créativité, à la capacité des fonctions achat et marketing de prendre en compte les questions LGBT, l'implication, la satisfaction de ses salariés, parce qu'elle est importante, et puis bien sûr, au-delà de ces raisons business, des raisons éthiques et morales, dont on reparlera peut-être parce que je pense qu'il faut bien ancrer ces sujets dans cette vision humaniste, éthique et morale. Et puis il y a la raison juridique. Je vais m'arrêter donc dans les 3 minutes qui doivent me rester sur cette dimension-là, puisque j'ai essayé de faire un début d'étude qui va nécessiter encore d'être approfondi, mais c'était la belle occasion pour la commencer. Donc je me suis arrêté sur 80 arrêts de cours d'appel de chambre sociale. Donc on regarde la question du droit privé, uniquement sur la question de l'orientation sexuelle, puisqu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de jurisprudence de niveau cour d'appel sur la question de l'identité de genre. Qu'est-ce que nous disent ces 81 arrêts de cour d'appel? Parce que du coup, ça permet d'avoir une sorte de photographie de ce que disent les juges et donc du coup des affaires et des conflits individuels au travail qui arrivent et où le mot homophobie apparaît relativement régulièrement. Alors du coup, quelques tout petits éclairages très rapides. Premièrement, eh bien, on est agréablement surpris de voir que sur ces 81 arrêts, il y a tout simplement 30 de ces arrêts qui sont des confirmations de licenciement de salariés homophobes. Donc ça veut dire que les employeurs, aujourd'hui, de nombreux employeurs ne tolèrent plus ce genre de salariés-là et vont jusqu'à des mesures disciplinaires qui vont jusqu'à des licenciements que le salarié refuse et ils vont en appel et ils gagnent. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant et qui est très récent puisque ces arrêts, en fait, sont essentiellement
plus de la moitié de ces 80 arrêts sont de l'année 2013, 2014, 2015. Donc on voit, il y a une montée de la jurisprudence en cours d'appel qui est très très nette, ça augmente de façon régulière. Et donc ça veut dire que les affaires sont arrivées, parce que comme en appel ça prend toujours du temps, c'est des affaires qui sont arrivées fin des années 2010 dans les tribunaux. Donc on voit bien que 2007, 2009, il y a probablement des salariés qui veulent plus vivre l'homophobie au travail et des employeurs qui veulent plus de salariés homophobes, et du coup ça commence à aller alimenter les tribunaux. Deuxième chose, bon ça c'est un petit peu comme d'habitude et je me garderai bien ici d'expliquer pourquoi. Si on regarde le sexe des personnes incriminées ou qui se disent victimes, on a essentiellement des hommes, 68. On a essentiellement des non-cadres, mais la proportion cadre-non-cadre de la population française au travail, elle est respectée. Autre chose qui est peut-être plus important, j'ai regardé les secteurs des entreprises. Donc il a fallu retrouver les secteurs d'activité de chacune des entreprises incriminées ou qui ont voulu licencier un salarié homophobe. Et donc les cas sont concentrés très fortement dans 3 secteurs d'activité: l'hébergement-restauration, le commerce et l'industrie, qui représentent 51% des affaires que j'ai regardées, mais 29% des emplois en France. Donc on voit bien, alors il y a eu très récemment de très nombreuses affaires sur la fin de l'omerta autour du harcèlement et de la discrimination dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie, par exemple. On voit qu'effectivement, c'est pas anodin, c'est des milieux qui sont connus, ces 3 secteurs-là, comme des secteurs dans lesquels il y a encore beaucoup d'affaires avancées en matière d'égalité femmes-hommes, en matière de sexisme au travail, qui sont des sujets liés. D'ailleurs, sur les 24 affaires dans lesquelles des salariés ont été reconnus comme ayant vécu une situation homophobe, eh bien, on trouve énormément, très souvent, le mot sexisme et le mot racisme associés au mot homophobe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le champ lexical, il est plus large que l'orientation sexuelle. On voit bien que de toute façon, une personne homophobe, très souvent, alors je n'ai pas le temps de vous lire les extraits des arrêts, mais on a bien évidemment des mails, des courriers, des insultes rapportées, et je peux vous dire qu'évidemment, c'est dur à lire parce que c'est quand même c'est des termes très durs, ça peut aller à de la violence physique, ainsi de suite. Et donc on voit bien que la question du sexisme et du racisme est associée. Les problèmes de santé, les 24 salariés qui sont reconnus en appel comme ayant vécu une situation homophobe, 17 sur 24, dans l'arrêt, on précise des atteintes à la santé, médecin du travail, arrêt, dépression. On a tout, alors que je vais analyser plus à l'approfondi, mais on a tout un champ de la santé au travail qui est là. Ça, c'est un sujet un peu souvent oublié, mais attention, les affaires de discrimination, de harcèlement, de mauvaise inclusion, c'est aussi et d'abord des questions de risques psychosociaux et de santé au travail, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Enfin, je vais terminer juste avec ça, s'il y a un risque juridique, il y a un risque financier, il y a un risque d'image. Parmi les 5 plus coûteuses affaires pour un employeur en matière de discrimination, on en a 2 sur l'orientation sexuelle. Le reste, c'est 2 sur l'égalité femmes-hommes et 1 sur les opinions syndicales. Et on est sur un peu plus de 600 000 euros pour l'une et un peu plus de 350 000 euros pour l'autre dans 2 banques. Bon, après, que ce soit dans ce secteur, je pense qu'il faut oublier, mais bon, il s'avère que c'est dans 2 banques. Donc on voit bien qu'il y a un coût direct, il y a un coût des procédures et il y a un coût d'image qui s'élève probablement à des millions d'euros. Donc je sais, c'est le bâton, c'est pas la carotte, mais le regard juridique nous permet de regarder de façon précise ce qui se passe dans le vécu de ces personnes, tant de salariés homophobes et tous les dégâts qu'ils font que de salariés qui vivent l'homophobie. Et puis du coup, ça permet aussi de revenir à un élément important pour l'employeur, c'est qu'aujourd'hui, les salariés qui se sentent mal au travail à travers leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ils osent aujourd'hui dire que ça ne va pas et que c'est pas normal. Ils osent aller devant les tribunaux si vraiment on ne les entend pas, et qu'aujourd'hui les tribunaux suivent, sont formés, et du coup, eh bien, généralement, ils suivent les salariés, et les entreprises peuvent être reconnues comme n'ayant pas fait leur travail. Et puis, il y a aussi des employeurs qui disent là, c'est pas normal, mon salarié, il est homophobe, et on ne peut pas continuer la relation ensemble. Voilà, donc c'est juste un petit éclairage juridique. Il y en a beaucoup d'autres qu'on va évoquer dans cette soirée, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que s'il n'y avait pas eu l'orientation sexuelle qui rentre dans le Code du travail il y a 15 ans, quasiment jour pour jour, je ne suis pas sûr qu'on serait là pour en parler.